RFM Midi. Merci d'écouter RFM les midi et voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, les inondations, la visite d'Aly Ngouille Ndiaye ce matin dans la région de Diourbel. Le ministre de l'Intérieur va se rendre à Touba où les habitants sont toujours en colère contre le gouvernement dont le programme spécial d'assainissement est à l'arrêt depuis très longtemps. Ici, à Dakar, la ville de Mbao continue de dénoncer le déversement des eaux pluviales de Kermassar dans un marigot qui menace débordement. Vous entendrez les assurances du ministre de l'Environnement. Et puis dans une semaine, le 26 septembre, le 18e anniversaire du naufrage du Jola, les familles des victimes exigent toujours le renflouement du bateau. Le grand journal sur RFM à suivre l'actualité internationale avec Seydou Nourouba. Oui, bonjour Babacar Fall. Côte d'Ivoire d'abord, Guillaume Soro qui maintient sa candidature rejetée lundi dernier par la Cour constitutionnelle. Il demande à l'opposition de faire bloc pour dire non à l'inéligibilité d'Alassane Ouattara. En Guinée-Bissau, un trafiquant de médicaments de contrebande arrêté par la brigade frontalière. Il avait transporté depuis Conakry 36 cartons, nous le verrons. Ensuite, le journal des sports de Cheikh Tidiane Diagne. Diao Baldé Keita à la Sampdoria de Gênes s'est fait, si l'on en croit la chaîne Téléfoot, indésirable à l'AS Monaco. L'attaquant sénégalais va retourner en Série A sous forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 65 milliards de francs CFA. Sa visite médicale est prévue cet après-midi. Ismaïla Sarr, lui, est plus que jamais sur le départ de Watford. Manchester United et Liverpool seraient les principaux candidats à son recrutement. Selon les médias britanniques, les Red Devils tiennent les cordes et puis redémarrage de la saison de basket chez nous en janvier prochain. Des réformes vont être apportées dans la programmation des rencontres. Vous entendrez un membre de la FSB. Les autres rendez-vous de cette édition, Coro News avec Koumba Sanyan Faye et puis Point de vue, nous allons analyser la forme et le fond de la visite de Macky Sall hier en banlieue de Dakar, dans des quartiers inondés. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. À la suite donc du président de la République qui a visité hier des quartiers inondés dans la région de Dakar, son ministre de l'Intérieur a pris le relais ce matin. Aly Ngouille Ndiaye est à Diourbel. Il a déjà effectué la première étape de sa visite et c'était à Bambey. Le ministre de l'Intérieur se trouve en ce moment sur les sites inondés de la commune de Diourbel. Babacar Diouf. Oui, Babacar a bombé Aly Ngouille Ndiaye a été catégorique. Le ministre de l'Intérieur a demandé l'arrêt systématique du pompage des eaux, pompage qui, selon le ministre, ne sert à rien parce que, il l'a dit, les caniveaux sont bouchés. Alors, il a demandé au gouverneur d'instruire le maire de Bambey d'arrêter ses travaux et de procéder au curage de ces caniveaux. À Diourbel, où l'on se trouve actuellement, Babacar, la situation est beaucoup plus compliquée. Il a annoncé l'arrivée imminente d'une pompe d'une puissance supérieure. Babacar, ici à Diourbel, sont tous les quartiers qui sont inondés, même les maraîchers ne sont pas épargnés. Ce sont plus de 130 familles qui sont impactées dans la seule commune de Diourbel, qui pourtant a bénéficié d'un programme Promoville. Ici, non plus Babacar, les populations n'ont pas senti le plan Orsec. Espérons que le démarrage définitif sera lancé aujourd'hui avec l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui se trouve en cortège au niveau de la commune de Diourbel. Merci Babacar Diouf. Direction Touba ensuite pour Aly Ngouille Ndiaye. Touba, une ville où le programme d'assainissement de l'État il est à l'arrêt. Conséquence, des dizaines de maisons sous les eaux, encore et toujours. Et pour soulager les sinistrés, ce sont des associations privées comme Touba Tchakanam qui poursuivent les travaux. Mohamed Jodiop. La situation n'est pas aussi alarmante que dans les zones les plus critiques du pays, mais Touba n'échappe pas aux affres des inondations. Cette année, 87 maisons sont piégées par les eaux, plongeant ces familles dans un profond désarroi. Dans la commune de Mbacké, 35 maisons sont concernées par la situation, même si une légère amélioration a été notée depuis 2012 dans la prise en charge de la question. Dans la ville sainte, il reste tout de même beaucoup à faire. 9 milliards ont été injectés dans le cadre de la phase d'urgence du programme décennal de lutte contre les inondations, ce qui a permis de réaliser un certain nombre d'ouvrages. Mais les populations de Touba attendent toujours la suite des investissements. Sentant l'inaction du gouvernement depuis 2012, des initiatives citoyennes se sont développées. Touba Tchakanam a réussi à collecter 1,5 milliard pour faire quelques travaux de remblai des points bas. Face à l'immensité de la tâche, cela risque tout de même de ressembler à un coup d'épée dans l'eau.
Mohamed Jodjob Touba, RFM. Toujours sur l'actualité des inondations, mais cette fois-ci à Dakar, les habitants de Mbao, dans le département de Pikine, continuent de protester contre le déversement dans le marigot de la ville des eaux pluviales évacuées de Kermassar. Ils affirment que le marigot sort parfois de son lit pour envahir les habitations. Sur le sujet, le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, lui-même habitant de Mbao. Jamais dégrader les conditions de vie des populations de Mbao pour régler les problèmes des autres populations. Toutes les dispositions ont été prises. Je l'ai dit, il faut quand même qu'on évite de politiser cette affaire. L'État du Sénégal a pris en charge l'ensemble des préoccupations des populations en mettant en place un dispositif qui, avec l'ensemble des ingénieurs qui ont travaillé pour permettre à ce que les eaux soient évacuées sans aucun problème. Je pense qu'il ne faut pas faire un mauvais procès au marigot de Mbao. Le problème du marigot de Mbao, je pense que le déversement des eaux dans le marigot de Mbao ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on comprenne que l'État, à travers le ministre en charge de l'eau, a déjà pris toutes les dispositions en amont pour faire en sorte qu'on évacue tout ce qui a été remblé au niveau du marigot de Mbao. Et le travail est en train de poursuivre. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons l'espoir que les choses vont se régler. Et d'ailleurs, le président a annoncé que des travaux vont bientôt démarrer dans le département de Pikine. Abdou Karim Sall au micro de Salif Sow. Et quand un site de relogement des sinistrés des inondations est devenu lui-même inondé. Nous sommes à Diakhaï, ce quartier fondé par l'État sénégalais sous la présidence d'Abdoulaye Wade pour abriter des familles dont les maisons ont été envahies par des eaux de pluie dans le département de Pikine. Nous sommes au milieu des années 2000 et c'était le soulagement alors pour les bénéficiaires de ces maisons de Diakhaï, mais aujourd'hui, ils retombent dans les mêmes travers. Notre reportage ce matin sur place. Un peu de Diouf gagne. Box de Diakhaï, ce vaste espace est transformé en centre d'accueil pour les sinistrés des inondations. 6 des 12 tentes installées sont déjà occupées. Sa maison à l'unité 15 des Parcelles Assainies de Diakhaï est engloutie par les eaux pluviales. Benso trouve refuge dans ce centre. J'ai 6 enfants. Ils sont venus avec moi dans ce centre. Nous avons loué une maison à unité 15, mais aujourd'hui elle est complètement envahie par les eaux de pluie. Puisque je n'ai personne pour m'aider, j'ai décidé de venir dans ce centre afin de mettre mes enfants à l'abri. Assise sur une chaise en plastique devant une tente dont les cordes sont attachées à un mur, Amifal se rappelle des événements qui l'ont poussé à quitter sa maison. La pluie a fait beaucoup de dégâts dans notre maison. J'ai perdu pratiquement tous mes bagages. Je ne pouvais plus tenir. En plus, je suis malade. J'ai un problème au niveau de mon épaule. Ici, nous vivons très bien, mais ma maison me manque en ce moment. Venu s'enquérir de leur situation, le maire de Diakhaï promet de tout faire pour les mettre dans de très bonnes conditions. Mor Sarba. Nous devons tous être solidaires pour dépasser cette situation. Personne ne souhaite quitter sa maison dans ces conditions. Nous avons pris nos responsabilités, moi et le préfet du département. Ces sinistrés seront bien traités dans ce centre d'accueil. D'autres sinistrés sont annoncés dans les prochains jours dans ce centre d'accueil. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Le PDS sur la décision de Macky Sall d'ériger Kermassar en département. Ce n'est pas ça qui va résoudre la question des inondations dans cette partie de la région de Dakar. Propos de Mayoro Faye, le secrétaire national à la communication du Parti démocratique sénégalais, l'invité de RFM Matin à 7h40 ce matin. Aujourd'hui, les populations que nous avons entendues, que nous avons visitées, qui nous ont exprimé leurs préoccupations, nous parlent des inondations et de comment l'État doit en urgence procéder pour leur permettre de sortir définitivement de ces inondations répétitives. Et je rappelle également que 667 milliards ont été annoncés dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Et le résultat actuel qui met les Sénégalais dans une situation de détresse et de désarroi par rapport aux dernières inondations a amené le chef de l'État à l'occasion d'un conseil de ministres de demander à ses ministres de lui faire un rapport détaillé. Nous pensons au niveau du PDS que la meilleure façon de permettre au président d'avoir un rapport détaillé, c'est
de convoquer au niveau de la représentation nationale, à l'occasion d'une session extraordinaire convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale, de faire convoquer des ministres, les ministres concernés, pour qu'ils répondent aux questions des députés par rapport à la gestion depuis 8 ans de ce plan décennal de lutte contre les inondations. Et question maintenant, question technique. Comment remembrer Keur Massar? Comment le dessiner en département? La réponse d'Adama Diouf, expert en décentralisation, au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. Il appartient au département de Pikine, qui est très dense, très vaste, très peuplé. Pour des soucis d'équilibre territorial, il faut découper le département de Pikine et créer le département de Keur Massar. Pikine compte 16 communes. J'imagine qu'on pourrait remembrer ces 16 communes, laisser à Pikine 8 communes. Les 8 communes, on laisserait 7 communes à Keur Massar pour faire le département de Keur Massar. Et on redéploie une commune dans le département de Guédiawaye. Guédiawaye est le seul département au Sénégal, avec Saint-Louis et Ranérou-Ferrou, à avoir un seul arrondissement. Ça, il y a un problème de cohérence. En redéployant une commune dans le département de Guédiawaye, on aurait 6 arrondissements, on créerait un deuxième arrondissement dans le département de Guédiawaye. Maintenant, Keur Massar serait un département avec 7 communes, avec toute sa densité, toute sa problématique de proximité, parce que l'adage dit bien, pour gouverner, il faut gérer de près. Donc, en découpant, en créant le département de Keur Massar, on gagne en proximité, en gestion sociale, la sécurité, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'inondation. On responsabilise davantage les autorités locales pour véritablement gérer de près toutes les questions de problèmes de développement au niveau de la ville de département de Keur Massar. Et merci d'écouter le grand journal sur RFM midi, passé de 11 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Les préparatifs de la commémoration du naufrage du bateau le Joola, survenu le 26 septembre 2002. 18 ans après, puisque le 18e anniversaire, ce sera samedi 26 septembre 2020. Les familles des victimes demandent à l'État du Sénégal une vieille revendication. Ils demandent à l'État du Sénégal le renflouement du navire, mais également le démarrage des travaux pour l'érection du mémorial le Joola. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola a tenu une conférence de presse ce matin. La porte-parole du jour, Martine Kourouma, orpheline de ce naufrage. Elle est au micro de Salimata Aou. 18 ans après, je dirais que j'ai le même sentiment, c'est-à-dire la frustration et la désolation. Donc c'est le même sentiment que je vis chaque année, chaque mois de septembre. 18 ans après, rien n'est résolu, rien n'est réglé. Le renflouement du bateau est quelque chose d'important. Au minimum, aller auprès des tombes de nos parents qui sont décédés, prier pour eux, laisser les fleurs ou quelque chose comme ça. Que ce soit catholique ou musulman, c'est ce que nous connaissons. Donc le minimum, qu'on n'a pas retrouvé leur corps, nous on aimerait le renflouement du bateau, ce qui va nous aider à faire le deuil. Parce que jusque-là, on n'arrive pas à faire le deuil. Le mémorial, il est important aussi, parce que ça permet, normalement, en 2002, après le naufrage, le président qui était à l'époque, c'est-à-dire Maître Abdoulaye Wade, avait désigné la plaque du souvenir comme étant le lieu, comme mémorial du Joola. Qu'il y ait des plans de différentes architectures qui soient proposées pour qu'il y ait au moins un gagnant et que le projet soit fait. Le projet a été demandé à Dakar, mais à notre grande surprise, on dirait que c'est une question politique, que le projet allait se faire à Ziguinchor. On n'a pas ce problème. Dakar-Ziguinchor, c'est la même chose parce que c'est le même trafic. Donc on aimerait le projet qui est programmé à Ziguinchor soit dupliqué à Dakar. Mais jusque-là, il y a un terrain. Ils ont fait les premiers protocoles, c'est-à-dire la pose de la première pierre. Mais jusque-là, les travaux n'ont pas encore commencé. Martine Kourouma. Ce matin, à la conférence de presse du comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola, qui tenait une conférence de presse sur la place du souvenir à Dakar. On le rappelle, ce comité regroupe les associations sénégalaises et françaises de familles de victimes ainsi que des membres de la société civile, mais également de bonne volonté. La santé, le point sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal, le bilan du jour, 27 nouveaux cas de contamination et un décès supplémentaire. Les détails avec le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye. Sur 1154 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,34%. Les cas positifs
sont répartis comme suit. 8 cas contacts suivis par nos services et 19 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Mermoz 2, Saint-Louis 2, Thiès 2, Bentali 1, Guédiawaye 1, HLM Grand Yoff 1, Joal 1, Mariste 1, Mbour 1, Rufisque 1, Yoff 1, Yeumbeul 1 et Ziguinchor 1. 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 17 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 645 cas ont été déclarés positifs, dont 11 051 guéris, 301 décédés et donc 3 293 patients sous traitement. Et maintenant, la visite du président de la République, visite de 2 jours dans le centre du pays, dans le Sine Saloum. Tournée économique, tournée agricole pour être précis, dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. À Fatick, le chef de l'État, il va visiter le projet agricole de l'ASC Diambogoum de Niakhar, avec des résultats qui sont satisfaisants et qui sont même récompensés, puisque ce projet a remporté plusieurs prix. Dans une 50aine de pays, on connaît le modèle Diambogoum. À la découverte donc de ce projet par notre correspondante à Fatick, Aminata Goudiaby. À sa création en 1989, l'ASC Diambogoum de Niakhar était juste une équipe de football. Elle pratiquait l'agriculture pour couvrir ses dépenses. C'est à partir de 2012 que les membres de l'ASC ont décidé de faire de l'agriculture un véritable business. Mambiram Sen est le président. Nous sommes plus spécialisés dans la culture du mil, le Souna 3. C'est ce qui nous a permis quand même, grâce à un projet nommé PAFA en 2012, de pouvoir ainsi bénéficier d'un financement dégressif sur 3 ans jusqu'en 2014, et ce qui nous a permis aussi de pouvoir après régler déjà l'autonomisation, la pérennisation de nos activités. L'association a fait du chemin. Cette année par exemple, elle a cultivé plus de 500 hectares de mil, des champs que le chef de l'État Macky Sall va visiter ce samedi. En 2012, nous avons cultivé 100 hectares. L'année dernière, en 2019, nous en étions à 399 hectares et cette année, on a emblavé 524 hectares. Nous intégrons ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles. Nous parvenons ainsi à avoir 1 tonne 200 à l'hectare. Une partie du mil cultivé est vendue à des commerçants et une autre réservée à la transformation pour être fournie à de grands pâtissiers établis un peu partout au Sénégal. Nous maîtrisons la chaîne de valeur, de la production de semences certifiées jusqu'à la production de mil de consommation qui doit être aussi commercialisée jusqu'à la transformation. Et c'est cela le modèle spécifique et particulier de l'ASC Diambogoum. Nous avons pu créer beaucoup d'emplois, 185 au total, qui nous permet véritablement de fixer les jeunes, de lutter contre cet exode rural. Diambogoum pratique également l'élevage et depuis 5 ans, 56 pays du monde entier sont passés à Niakhar pour s'inspirer du modèle de l'ASC Diambogoum. Aminato Goudiaby, Fatick, RFM. L'actualité internationale. Avec Seydou Nourouba. Bonjour Seydou. Bonjour Babacar. La Guinée-Bissau, les agents de la garde nationale ont intercepté un trafiquant de faux médicaments. Oui, cela s'est passé au poste de contrôle de Djougoudoul. L'homme en question, qui avait par devers lui 36 cartons, avait quitté Conakry. Les médicaments frauduleux étaient transportés par des citoyens de Conakry, Bissau, Nomankali. En réaction à cette situation, le ministre de l'Intérieur bissau-guinéen Botche Kandé a déclaré que tous les éléments de la garde nationale qui sont impliqués ou auraient facilité l'entrée des 36 cartons de médicaments illégalement près de la frontière avec la République voisine de Guinée-Conakry seront tous démis de leurs fonctions et remplacés. La garde nationale, par l'intermédiaire de la brigade des frontières, a saisi 36 cartons de médicaments contrebande en provenance de Guinée-Conakry au poste de contrôle de Djougoudoul à quelques kilomètres de la ville de Mansoua. D'après le ministre de l'Intérieur, ces médicaments ont été transportés par des citoyens de Guinée-Conakry et leur entrée dans le territoire bissau-guinéen aurait été facilitée par certains éléments de la garde nationale en service à la frontière entre les deux pays. Dans sa communication, le ministre de l'Intérieur n'a pas révélé à qui appartenaient les médicaments,
mais il a garanti qu'ils seront remis à la Direction générale des douanes pour inspection par les services d'inspection sanitaire et de la police judiciaire. Les impliqués dans cette affaire de contrebande de médicaments se trouvent actuellement détenus à la prison de la police judiciaire à Bissau. Nouamen Bissau, RFM. Au Niger, le groupe État islamique a revendiqué tout à l'heure l'assassinat des humanitaires dans le parc animalier de Kouré, à 60 km de Niamey. Il s'agit de 6 membres de l'ONG Actide. Leur chauffeur et leur guide, c'était le 9 août dernier. Tous ont été abattus par des hommes armés non identifiés. En RDC, une proposition de réforme de la loi électorale a été déposée à l'Assemblée nationale après des concertations menées depuis fin juillet par des parlementaires et des personnalités de la société civile. Selon les instigateurs de cette proposition de loi, il s'agit de répondre aux problèmes pratiques et aux irrégularités constatées lors des élections controversées de décembre 2018. Un autre point concerne, Babacar, la diffusion des résultats. La suite de ce journal international, Seydou Nourouba, l'actualité en Côte d'Ivoire. Oui, avec les échos de la conférence de presse de l'opposant Guillaume Soro, c'était hier à Paris. Et nous en parlons avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Gabi Abia. Guillaume Soro a animé une conférence de presse ce lundi 14 septembre 2020 à Paris. Conférence qui intervient après la décision du Conseil constitutionnel du rejet de sa candidature. Il soutient qu'il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire s'il n'est pas candidat. Je n'ai pas encore rencontré Laurent Gbagbo en tête à tête, mais le président Gbagbo et moi, nous nous sommes organisés pour nous parler. Ouattara est inéligible, que le Conseil constitutionnel tombe dans la forfaiture et qu'il ne peut pas, dans ces circonstances, avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est clair, M. Ouattara a fait ses 2 mandats, il ne peut pas en faire un autre. C'est terminé. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est en élection. C'est-à-dire s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Donc, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, écrivez, qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Pour rappel, Henri Konan Bédié a annoncé hier, 17 septembre, dans la soirée, qu'il se joint à Génération et Peuple Solidaire, GPS de Guillaume Soro et au Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo pour empêcher le 3e mandat d'Alassane Ouattara qu'il juge inconstitutionnel et interdit. Gobia Iabi, Abidjan, RFM. Oui, il s'agit bien de Gobia Iabi, notre correspondante en Côte d'Ivoire, Babacar Fall. C'est la fin de cette page internationale. Merci, Seydou Nourouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour porte sur la visite hier de Macky Sall dans des sites inondés de la région de Dakar. RFM Sport. Les sports, un journal présenté par Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour, Cheikh. Bonjour à vous, Babacar. Le mercato des footballeurs sénégalais, Keita Baldé, il va retourner certainement en Italie. Oui, Yao Baldé Keita à la Sampdoria de Gênes s'est fait, si l'on en croit la chaîne Téléfoot. Indésirable à l'AS Monaco, l'attaquant sénégalais va retourner en Serie A sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 65 milliards de francs CFA. Sa visite médicale est prévue pour cet après-midi. Ismaïla Sarr est plus que jamais sur le départ de Watford. Manchester United et Liverpool seraient les principaux candidats à son recrutement. Selon les médias britanniques, les Red Devils tiennent les cordes. Ismaïla Sarr à Watford. La saison dernière, c'est 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de Première Ligue. Babacar. Le début de la 4e journée ce soir de la Ligue 1 française, un seul match au programme. Oui, à 19h temps universel, Lyon accueille Nîmes. Nice, Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille sont prévus pour dimanche prochain et cela constitue donc les attractions lors de cette 4e journée du championnat de France. Le match Nice-Paris Saint-Germain d'ailleurs qui va se jouer à huis clos ce dimanche dans le cadre de la 4e journée. Cette décision s'explique par la mesure de renforcement des moyens de lutte contre le Covid-19. Pourtant, la jauge a été réduite de 5 000 à 1 000 spectateurs. En Allemagne, le championnat démarre ce vendredi. Le Bayern Munich, champion d'Europe et champion d'Allemagne, accueille Schalke 04 à partir de 18h30 temps universel. À suivre aussi demain la sortie du Borussia Dortmund qui va accueillir le Borussia Mönchengladbach. Le démarrage de la prochaine saison de basket au Sénégal, c'est prévu pour janvier. Le calendrier des rencontres
il sera amélioré. Ah oui, réaménagé, c'est en vue donc pour une bonne maîtrise des compétitions. Des propositions seront faites au comité exécutif de la Fédération de basketball selon Atoumane Gaye. Il est le président en charge des compétitions. Il est joint au téléphone par Sodakam. La direction technique a proposé à cette saison de faire au bureau fédéral, de faire 2 poules en garçons et en filles. Le bureau fédéral s'est réuni avec les commissions, élargies aux commissions, et le bureau fédéral a étudié cette question de la direction technique. Maintenant, il restera aux communes directeurs de valider, parce qu'en fait, nous ne faisons que recevoir des recommandations de la direction technique. Maintenant, le bureau fédéral convoque un comité directeur. C'est au comité directeur seul qui est habilité à donner la date et sur la formule. Je pense qu'on va se réunir sous peu. La direction technique a proposé 2 poules au niveau des filles, 2 poules au niveau des garçons. Mais cette proposition sera validée que par le comité directeur qui se réunira probablement d'ici la première semaine d'octobre. Mais en ce moment-là, dès que le comité directeur est valide, maintenant nous sommes chargés des compétitions. On va faire la construction des poules et donner et sortir un calendrier général pour le démarrage de la saison. Atoumane Gaye, vice-président en charge des compétitions au sein de la Fédération sénégalaise de basketball Babacar. C'était les sports, c'était Cher Tidiane Diagne. Merci. RFM, la radio de toute l'actualité. À midi, passé de 26 minutes, Koumba Sagnan Faye nous rejoint pour Coro News. Les actualités sur la progression de la maladie à coronavirus Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. La courbe tend encore vers le bas. Au Sénégal, sur 1154 tests réalisés, 27 ont été déclarés positifs. Un cas de décès a été recensé. Coronavirus en Afrique. Au Maroc, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rabat, a annoncé avoir été testé positif au coronavirus. Dans ce pays, quelques 2250 établissements scolaires sont actuellement fermés en raison des risques de contamination au nouveau coronavirus. En Côte d'Ivoire, l'épidémie de la Covid-19 est actuellement sous contrôle, a déclaré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ivoirien. En Afrique du Sud, un pays du continent le plus touché par la pandémie, les frontières internationales fermées depuis près de 6 mois seront rouvertes à partir du 1er octobre. 950 557 victimes, dont 188 pays et régions. À ce jour, quelques 30 350 000 cas de Covid-19 ont été signalés à travers le monde avec des cas de guérison. En Israël, le nouveau confinement général du pays entre en vigueur ce vendredi pour 3 semaines. Une manifestation contre cette mesure annoncée la semaine dernière par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rassemblé environ 400 personnes à Tel Aviv. Ce vendredi, de nouvelles restrictions entrent en vigueur dans plusieurs zones du nord-est de l'Angleterre où vivent quelques 2 millions de personnes. Il sera interdit de se rassembler entre différents foyers. Seul un service à table sera autorisé. En France, le ministre de la Santé a annoncé que de nouvelles restrictions, dont la possible fermeture des bars ou l'interdiction des rassemblements publics, seront décidées dans plusieurs grandes villes du pays, dont Marseille, Lyon et Nice. Koumba Sagnan Faye, Coro News. RFM, la presse du jour. Revue de presse de Mohamed Ali Mouba, et à la une de cette revue de presse, les échos de la visite de Macky Sall hier à Kermassar. Bonjour. Visite du président Macky Sall dans la banlieue de Dakar, la presse partagée ce matin entre ceux qui sont emballés par les promesses et ceux qui ne le sont pas du tout. Mais commençons d'abord par poser notre sujet. Hier donc, comme le racontent tous les confrères, le chef de l'État s'est rendu au chevet des sinistrés, plus précisément au Kermassar, l'épicentre des inondations. Et là-bas, comme le constatent les optimistes à l'image du journal Le Quotidien, il a posé de grands actes. 30 milliards de francs CFA pour sortir les populations des eaux. Il veut ériger la commune en département aussi. Pour Le Soleil, il s'agit en un point douté de mesures fortes pour soulager les populations. Sud Quotidien embouche la même trompette avec, curieusement, le même titre bûcheronné à manchette et développé en page intérieure. Le journal Enquête note pour sa part que Macky dégaine 30 milliards pour parer au plus pressé, accélère la cadence du plan décennal de lutte contre les
des inondations, puis somme les maires d'arrêter de lotir les zones inondables. Commentaire de Alham de Vox Populi, il a fallu le drame des inondations pour qu'on ouvre enfin les yeux sur cette localité bien particulière, Kermassar. Son poids démographique imposant vaut bien tous les sacrifices, martèle le confrère. Plus de 10 000 ménages y vivent, mais le véritable investissement au-delà de la départementalisation se trouve dans la mise en place d'activités génératrices de revenus. Voilà donc, vous vous en doutez, qui bifurque vers ceux qui sont restés sur leur faim devant les mesures du président de la République. Le journal Tribune se lance avec ses commentaires. En costume, Macky n'a pas mouillé ses souliers. Il noie la colère des sinistrés par la départementalisation de leur localité. Toujours pour forcer le trait et noircir le tableau, le journal note que 144 délégués de quartier continuent de crier leur indignation. Le maire de la commune fortement hué, reportage du journal qui donne la parole à des mécontents pour compléter le tableau sombre. Avant de titrer Macky, président à sec. Source A sur le même tempo constate que le port vestimentaire du président contraste avec celui de quelqu'un décidé à abattre un travail de terrain. Le costard et les chaussures sont en réalité taillés sur mesure pour des rencontres institutionnelles du genre sommet de la CEDEAO qu'il affectionne tant, juge encore hébété le journal qui finit par dire que Macky Sall est si près de son 31 et si loin des sinistrés. Dans le journal Les Échos, c'est Macky lui-même qui donne l'alibi pour se faire critiquer. Le président ne peut pas arrêter le ciel ni l'eau. Je peux juste donner les moyens pour faire face et diminuer les conséquences à lâcher Macky Sall. Eh bien, en le disant, Macky clame proprement son impuissance selon le journal. Babacar Mbaye-Ngaraf parle d'ailleurs d'hors sujet. Pour l'Observateur, ce n'est ni plus ni moins que du bluff. Macky Sall donne un coup d'épée dans les os. À sa page 5, le journal a fait une incursion dans les sites de recasement. Là-bas, constate le confrère, 27 familles sinistrées y sont logées, 971 personnes dont 179 enfants. Premier constat de l'Observateur, le site est enclavé. L'état psychologique de beaucoup de pensionnaires très fragile. Justice avec la convocation du président de l'UMS, Souleymane Teliko à l'IGAZ. La police des magistrats, ces derniers sont en ordre de bataille pour dire non à ce qu'ils appellent de l'intimidation, écrit le journal Enquête. La société civile met en garde contre une tentative de musellement. Selon le journal Observateur, c'est le procès Khalifa Sall qui conduit Teliko devant l'inspection générale de l'administration de la justice. Des commentaires faits sur ce procès sont les réelles raisons de cette convocation. En tout cas, dans le journal Les Échos, ses collègues s'érigent en bouclier et se mobilisent. Le comité de ressort de Dakar se prépare et condamne les immixtions intempestives de la chancellerie dans le fonctionnement de la justice. Dans Libération, le port autonome de Dakar, presque à l'arrêt, le confrère note que AGS est devenu le scandale. Sans l'aval du conseil d'administration, l'ODG a confié la gestion du parking à ce privé. Les armateurs entrent en rébellion. Aliou Ndoye convoque Dardar une réunion d'urgence pour éviter le pire. Aboubacar Sadiq Bey se barre à Paris pendant ce temps. Dans le journal Observateur, cette enquête sur François Collin, le fantôme du palais. Le journal note que c'est le fils de Jean Collin. Il était honni par Abdoulaye Wade, réhabilité par Macky Sall. À lire dans l'Obs de ce matin sport pour boucler à la une du journaliste de quotidien Mercato, les transferts bloqués de Sénégalais. Les Lions sont-ils chers, se demande à une le confrère qui donne la parole à Oumar Diallo, ce dernier de dire que c'est un Mercato Covid. Sadio Koulibaly, Sarr, Niang, Keita, Baldé, valeur marchande des 12 Lions courtisés à lire dans ce journal. Le journal Record note en tout cas qu'au sujet de Koulibaly, PSG fait une offre pour le Colosse. Plus de 38 milliards de francs CFA proposés. Naples réclame plus 52 milliards, pas moins. Et dans Sululamb, des combats en vue. Grosse recette du pay-per-view. Gris Balla, Modlo Balla, Modlo. Le confrère vous renvoie en page intérieure pour plus de détails. Bon, le À midi, passé de 33 minutes, point de vue maintenant, le débat du jour. Nous allons avec nos experts analyser la visite sur la forme et le fond, la visite de Macky Sall, le président de la République, hier sur des sites inondés
de la région de Dakar inondée par les dernières fortes pluies tombées sur le pays. Souvenez-vous, il y a près de 2 semaines. Avec nous donc le docteur Sahit Gaye, enseignant-chercheur en communication des organisations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour. Bonjour également au professeur Ibou Sané, enseignant-chercheur lui aussi, mais en sociologie politique. Vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour, professeur Sané. Bonjour. Première question pour le docteur Sahit Gaye. La forme d'abord, Macky Sall en costume, avec souliers, sur des sites envahis par des eaux de pluie. C'est une forme de communication non verbale qui est aux antipodes de la posture de quelqu'un qui a décidé de faire évacuer les eaux. Je pense que c'est une communication de l'immédiat, c'est une communication visuelle, et quand même là, c'était aux antipodes d'un homme de terrain. Mal inspiré alors, côté forme. Oui, très mal inspiré, mais vous savez, en communication, la forme, le plus souvent, ce n'est que le fond. Ah, et professeur Ibou Sané, vous en dites quoi, vous, sur la forme? Oh, il faut dire que le président Macky Sall n'est pas venu avec sa tenue de guerrier, comme la dernière fois. Il est venu, cette fois-ci, il a compris que l'heure est grave et qu'il va falloir très rapidement trouver des solutions de sortie de crise et des solutions à long terme pour permettre aux populations de ne plus revivre le calvaire dans lequel ils sont plongés depuis quelques jours. Et maintenant, dans le fond, ces annonces, oui, un programme spécial pour Keur Massar, pour évacuer les eaux de pluie, pour éviter les inondations. Un programme dans le programme, parce que nous sommes 8 ans après le début du plan décennal global, national de lutte contre ces inondations. Ensuite, l'autre annonce qui a fait tilt dans la conscience générale, c'est l'érection. On l'attendait pour les solutions sur les inondations. Il annonce l'érection de Keur Massar en département, professeur Ibou Sané. Oui, il faut dire que quand vous regardez un peu les données démographiques, vous vous rendrez compte effectivement que Keur Massar dépasse largement un département. C'est une rencontre de personnes divers horizons qui ont peuplé cet espace-là, au point que, bon, on a pensé qu'il est aussi, que cette commune pouvait être érigée en département. Mais en même temps aussi, on se rend compte qu'il y a eu un plan décennal qui a été mis en place. On ne l'a toujours pas évalué, on ne sait pas quel est le montant englouti dans cet espace-là. Bien entendu, il faut aussi reconnaître aussi que depuis très longtemps, nous avons tous fermé les yeux en laissant les populations aller s'implanter dans des zones marécageuses, dans les rizières. Et au finish, voilà, le problème, nous retombons dessus. Même si par ailleurs l'État compte mettre beaucoup de moyens, il n'en demeure pas moins, moi je ne suis pas convaincu, hein, il n'en est pas moins effectivement qu'on puisse régler définitivement le problème des inondations au Sénégal. Puisque notre politique en matière d'aménagement territoire, en matière de planification urbaine, nous les avons escamotés. Et parfois, il n'y a pas de rigueur au niveau des collectivités territoriales. On a laissé faire, laissé aller. Et maintenant, ça retombe sur nous. Et nous allons continuer encore à engloutir autant d'argent pour régler des problèmes qui reviendront tôt ou tard. Alors, merci, professeur Sané. On vous retrouve dans quelques secondes. Docteur Sahit Gaye, dans le fond, l'érection de Keur Massar en département, beaucoup sont d'accord. Mais question, le timing. Pourquoi hier, en pleine détresse des sinistrés des inondations? Oui, vous savez, Babacar, en communication, quand c'est urgent, c'est que c'est trop tard. Le président, les gens peut-être l'attendaient sur qu'est-ce qui aurait dû être fait en amont et qui n'a pas été fait. Et cette stratégie qu'il a utilisée, c'est ce qu'on appelle en communication la stratégie du projet latéral. Ça veut dire quoi? Il a déplacé le lieu du débat. On est passé des inondations vers la départementalisation. Ça veut dire que le message clé, c'est quoi? C'est que la commune de Keur Massar, vous allez passer d'une commune inondable et inondée peut-être à un département inondable et inondé. Ça veut dire qu'ici, changer le nom, si on passe par exemple le statut de la commune au département, ça ne va pas changer le problème. Je pense que le message clé de la population, c'était quoi? Se débarrasser des eaux. Je pense que donc quand on est dans l'urgence ici, encore une fois, de plus je le répète, c'est que c'est trop tard. Et cette phrase qu'il a lâchée, je ne peux pas retenir le ciel,
ça rend davantage sa communication défectueuse finalement, non? Oui. Vous savez, cette phase-là, on est dans ce qu'on appelle la stratégie de la déresponsabilisation. Parce que le ciel, qui est le ciel? On ne demande pas à un président d'arrêter le ciel, mais de prendre quand même les mesures, d'autant plus qu'on a dit qu'il y avait un budget qui était alloué pour les inondations. Et cette communication devait être une communication, disons, fatigue. Je ne parle pas de la ville du président de la République. C'est-à-dire une communication de réconfort, une communication de contact, une communication de présence symbolique. Parce que c'est comme si le président n'avait pas écouté les plaintes des populations inondées. Ou bien même s'il les a écoutées, il n'a pas réussi à décrypter le message. Parce que c'est l'urgence. Et il a dit tout à l'heure, l'urgence ici, c'est quoi? L'urgence, c'est pas de changer de statut, de passer de commune à département, mais l'urgence, c'est de se débarrasser des eaux d'abord. Et après, peut-être voir à court terme ou bien à long terme, qu'est-ce qu'on va peut-être aménager par rapport à ce futur département. Mais ce n'est pas en changeant le lieu du débat qu'on va peut-être faire disparaître les inondations. Alors, professeur Iboussane, maintenant, je m'adresse à vous. Comment comprendre cette communication de Macky Sall hier, les pieds dans l'eau, façon de parler, puisqu'il n'y était pas vraiment? Comment comprendre cette communication qui a peut-être chahuté sa démarche? Oui, il faut dire que le président Macky Sall hier a fait preuve d'humilité et il s'est rendu compte lui-même que le phénomène a connu une ampleur extraordinaire, au point que nous devons tous nous resserrer les coudes, resserrer les rangs, pour faire face à un problème crucial. L'heure n'est pas aux grands discours, mais l'heure aux actes. Et les populations n'attendent pas que les gens spéculent sur leurs difficultés. Les populations veulent s'en sortir, veulent que les gens le sortent de ces problèmes-là. Et voilà pourquoi il a fait profil bas, un profil bas mesuré, mais en compatissant un peu avec la douleur des uns et des autres, mais en cherchant aussi une sorte de sortie de crise, même si par ailleurs il a compris qu'il aurait fallu mettre beaucoup plus de moyens à Keur Massar, notamment dans ces villes dortoirs-là. Il faut mettre beaucoup de moyens dans les villes dortoirs parce que les gens ont choisi dès le départ les bas-fonds. Et maintenant, nous sommes tous responsables, l'État est responsable, les populations sont responsables, les collectivités territoriales sont responsables. L'heure n'est pas à la dispute, mais l'heure est à la recherche de solutions viables et pérennes. Mais je souhaiterais aborder une question peut-être exagérée, mais dans ces fautes et erreurs commises par Macky Sall, n'aperçoit-on pas un peu des signes de dernier mandat? Oh non, c'est un président, dans son deuxième mandat, on n'a pas vu un président qui était toujours d'attaque, qui savait cogner, qui savait riposter. C'est un président de plus en plus qui est un peu chancelant, qui ne parle pas beaucoup, parce que le poste de Premier ministre a été supprimé, mais en même temps aussi qui ne se met pas au devant de la scène. Donc il a intérêt à l'heure actuelle à se mettre au devant de la scène, à prendre les problèmes à bras le corps et à essayer autant que faire se peut de trouver des solutions. Parce que ce qu'on attend d'un président de la République, c'est qu'il soit capable de trouver des solutions. C'est ça qui est important. De prendre en charge la demande sociale. C'est ça qui est important, parce que sinon après, il risque de gouverner de loin, alors qu'il aurait intérêt à gouverner de très près. Alors votre analyse maintenant, professeur, docteur Sarid Gaye, comportement de fin de règne pour Macky Sall? Bon, je ne suis pas dans le secret des On analyse. Oui, mais ce qu'il faudra dire, c'est que je n'ai pas les outils pour analyser, pour voir si c'est une fin de règne. Mais ce qu'il faudra dire, c'est que hier, il s'est confronté à la réalité du terrain, lui qui disait qu'il avait mis fin aux inondations. Et que aussi sa communication, c'est sur les inondations, sur la départementalisation, alors qu'on communique avec la population. Il devait communiquer avec ce que la population a ressenti, avec leur vécu. Mais si vous avez vu, voilà, bon, c'est comme s'il était sur un îlot, donc sous une tente, et que la population était dans la mare. Il va faire comment maintenant pour le reste? Comment doit-il se comporter? Vous, l'expert en communication des organisations. Oui, vous savez, la communication ne remplace pas l'action. Il faut de l'action. Maintenant, l'action, c'est quoi? Il y a plusieurs, peut-être, stratégies ou bien plusieurs outils qui sont disons, entre ses mains. Mais maintenant, c'est à lui maintenant de trouver des mesures fortes. Mais des mesures fortes, mais aussi des mesures pragmatiques.
Ça veut dire que quand le président de la République parle, normalement aujourd'hui il devait utiliser des mots quand même qui sont en lien avec le terrain. Mais on n'a pas entendu parler, par exemple, d'exécution, on n'a pas entendu parler de conception, on n'a pas entendu parler de réalisation, mais c'était plus des moyens. Alors que les moyens, voilà, ma foi, on a eu à donner beaucoup de moyens à certains, mais est-ce que l'exécution a été là? Donc, il faudra quand même plus d'action et moins peut-être de paroles. Du moment que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Sadé, on est dans l'urgence. Merci, Dr Sarit Gaye, enseignant-chercheur en communication des organisations à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à votre collègue, le professeur Ibou Sané, qui se trouve à l'autre bout du pays, au nord du Sénégal, puisqu'il est enseignant-chercheur en sociologie politique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à